tu bouges, les fractures se propagent, tu perds l'usage de tes jambes. Je sais que pour y arriver, il faut 300 essais. Donc là, je suis au premier, il m'en reste 299. Qu'est-ce que vont en penser les autres? Tu vas être rejeté de ton groupe, de ta famille, s'ils pensent que c'est de la merde. Et pendant trop longtemps, j'ai fait des trucs en me disant « Ah mais un tel, du monde du vélo, il va trouver que c'est de la merde. » Rêver grand, commencer petit, continuer longtemps. Nico, Monsieur Fleury. Bonjour. Bon, je vais le dire tout de suite parce que les gens vont s'en rendre compte quand ils vont nous écouter parler. On se connaît très bien, toi et moi. Depuis quelques années. Depuis quelques années. Nicolas est mon cousin, donc je suis ses aventures avec beaucoup d'intérêt et énormément de fierté depuis le départ. J'ai tout rouge d'entrée de jeu. Et pourquoi énormément de fierté? Parce que malgré ton jeune âge, tu as déjà accompli énormément de choses. Athlète de haut niveau. Tu as été compétiteur pendant longtemps au niveau international dans une discipline que les gens connaissent pas forcément, mais qui est extrêmement technique, qui est le VTT trial. Exactement. Voilà. Donc pour que vous puissiez vous représenter un peu à quoi ça correspond, c'est du saut d'obstacle à vélo, quoi. Je caricature, c'est du parcours à vélo. parcours à vélo, voilà. Donc c'est t'es sur ton vélo et tu dois sauter des blocs qui font 1 mètre, 1 mètre 50. Sans trop poser le pied au sol. Voilà, rouler sur des poutres toutes fines et essayer de ne pas te fracturer quelque chose en le faisant. Exactement, ouais. Voilà. Donc tu as fait ça pendant longtemps. Tu continues de le faire aujourd'hui, mais tu as investi ta pratique différemment. Ouais. Avec un palmarès international qui est plus que costaud. Et à côté de ça, autre accomplissement et pas des moindres, diplômé des arts et métiers. Ouais, Donc école d'ingé. une tête très bien faite. Bon, je sais pas si elle est bien faite, mais elle répondait aux attentes, aux attentes du parcours, de l'exercice. en tout cas, ouais. Et à la tête de ton activité depuis quelques années maintenant. Ouais. Des shows, des conférences, toujours sur le vélo. Oui. Du coup, on sera amené à en reparler, de voir un peu quelle place ça prend aujourd'hui dans ta vie et comment tu utilises cette discipline que tu maîtrises pour aller parler de sujets aussi qui sont assez vastes, assez universels, et comment le vélo devient aussi un outil et un prétexte pour aller évoquer des sujets qui touchent à des dimensions plus larges. Dit comme ça, on a l'impression que le parcours, il a été facile, linéaire, etc. Or, je suis bien placé pour savoir que ça n'a pas été le cas. Et pour commencer, j'aimerais qu'on revienne sur un épisode assez marquant qui a eu lieu en 2020. Tu tentes un tricks sur ton vélo, tu te pètes la gueule et tu te fractures une vertèbre. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Carrément, c'était le 30 octobre 2020, je crois. 30 octobre. C'est le jour où je me fracasse, mais c'est aussi le jour du début du 2e confinement. Ok. Et ça a un peu son importance dans l'histoire. Je suis sur un tournage avec des potes. En fait, c'est un peu la période où les compétitions sont toutes annulées les unes après les autres à cause du Covid. Ouais. Et j'essaye de me recycler, enfin pas de me recycler, mais de garder une motivation à faire du vélo. Donc je commence à faire des images. J'ai des potes qui sont filmmakers, cadreurs, réalisateurs et tout. On a à l'époque 20 ans. Non, un peu plus, 22. Et on tourne une vidéo qu'on avait écrite. Et c'est le dernier jour de tournage. Dernier tricks que j'avais jamais vraiment réussi. Parce que comme tu l'as dit, moi, mon sport, c'est vraiment franchir des obstacles à vélo. Et pas trop faire des tricks. C'est vraiment la partie franchissement de base. Et là, comme je me faisais chier pendant le Covid, je me suis dit, ok, je suis fort dans mon sport, mais j'ai envie d'apprendre d'autres trucs sur un vélo, donc je vais apprendre des figures que je vais tirer du BMX ou de tel ou tel sport. À la différence du BMX, qui est une discipline qui est peut-être plus grand public et que les gens peuvent exactement, où là, les mecs font vraiment des figures. Ouais. Des backflips, des 360, etc. Donc j'apprenais un petit peu ces figures, et lors de ce dernier jour de tournage, je voulais réaliser une figure que j'avais jamais encore faite auparavant, qui est un backflip, c'est un salto arrière sur un vélo. Réaliser ça sur une mini-rampe, donc vraiment un truc ultra technique. J'étais clairement pas prêt, je me suis lancé. J'ai pas assez tourné en l'air. Au-delà de pas assez tourner en l'air, en fait, j'ai voulu faire un espèce de coup d'essai, entre guillemets, en atterrissant sur un matelas. Sauf que j'ai vraiment pas assez tourné. Et j'ai tellement pas assez tourné que j'ai pas été non plus assez loin. Donc j'ai atterri avant le matelas, la grosse loose, sur le dos. Et donc sur le moment... je pense pire douleur de ma life, tu vois. Tu sens qu'il se passe un truc, mais comme je suis assez
pas naïf, mais optimiste, je pense, de naissance, de par mon cher papa. On reparlera de Fred. On en reparlera, je pense. On embrasse. Je me suis dit, bon, j'ai vilaine contracture lombaire, tu vois, ça a bloqué des deux côtés, mais en vrai, ça va. Donc, je me relève. Sachant que tu as quand même l'habitude de te vautrer. Oui, j'ai l'habitude de tomber. Ça fait partie du. J'ai l'habitude d'avoir mal. Package, ça, ouais. Ça vient avec le sport. Oui, c'est ça. Ça fait déjà 15 ans que je tombe à peu près tous les jours. Donc, ça fait partie de mon quotidien. Mais là, j'ai quand même vraiment mal. Et quand je remonte sur le vélo, parce que teubé que je suis, je me dis, bah vas-y, je vais réessayer la figure, tu vois. Je reprends de l'élan et au moment où je dois tirer un peu, je me dis, mais en fait, non, il y a genre, j'ai vraiment trop mal pour pouvoir le faire bien. Donc, je dis aux gars, bah les gars, rendez-vous demain pour finir le tournage. Je serai remis. Optimiste. Mais vraiment, Effectivement. l'optimiste, ou le naïf, ou le teubé, hein, vraiment. Et je dis à mes potes, bah, revenez demain, même jour, même heure, même endroit, go, et je ferai cette figure et basta. Et après, vous partez en montage. Et je rentre chez moi en voiture, et sur la route, j'appelle mon kiné, je lui explique un peu, parce que j'ai vraiment mal. Il me dit, parce que je lui dis, je peux passer te voir là sur la route, j'ai vraiment mal et tout. Et il me dit, non, je te touche pas. C'est un kiné qui me suit depuis que j'ai 16 ans, tu vois. Il me connaît un peu par cœur. Je te toucherai pas tant que tu fais pas d'image, d'imagerie. Vu ce que tu me décris, ça peut être plus grave que ce que tu penses. Va faire des images. Et moi, toujours un peu têtu, je me dis, bah, vas-y, saoule, je vais mettre de la crème chauffante en arrivant chez moi, et puis demain, on n'en parle plus. Et j'arrive chez moi et mon corps se refroidit pendant les 30 minutes de route, tu vois. Et là, je sors de la voiture et je suis pas paralysé, mais je suis debout, accoudé à ma voiture, et je peux plus bouger, quoi. Genre, je suis pétrifié de douleur. Je sens que c'est dans le dos, c'est dans les jambes, c'est partout à la fois. Et il y a ma maman et mon ancienne chérie qui arrivent à ce moment-là chez moi, qui me voient dans cet état-là. Et autant j'ai l'habitude de tomber, autant, tu vois, je tombe, je me relève, même quand j'ai mal, bon, bah, Et dur au mal, quoi. ça va à peu près. À laisser transparaître. Et ouais, voilà. Et là, elles comprennent direct qu'il y a un truc. Donc, elles m'amènent direct à l'hosto. On passe des premières radios qui montrent rien. Et le médecin me dit, putain, c'est quand même vraiment bizarre qu'il n'y ait rien. Vu ce que tu me décris et vu ton état là, j'y crois pas trop. On va refaire une série de radios un peu plus bas dans ton dos. Et donc, on repasse les radios. Et là, quand elle revient, je me rappelle, c'était une dame aux urgences, un médecin qui revient dans les petits box là, et qui avait changé de tête du tout au tout. Tu vois, il n'y avait plus trop de sourire. Et elle me dit, allonge-toi, bouge pas. Et à partir de maintenant, tu bouges plus un orteil, ni une jambe, ni rien du tout. Tu as une fracture d'une vertèbre à tel endroit. C'est plein milieu de ton dos. T12, c'est vraiment la charnière du dos au milieu, au-dessus des lombaires. Et la vertèbre est bien en miettes. Donc, si tu bouges et que les fractures se propagent, tu perds l'usage de tes jambes, quoi. Donc là, vraiment, elle me l'a dit à peu près comme ça, tu vois, une phrase qui dure 1 minute, mais qui résonne qui fait basculer un peu ta journée, quoi. Qui résonne pendant longtemps. Ouais. Ok. Donc j'allais te poser effectivement la question des implications. Donc il y a le constat, la blessure, mais qu'est-ce que ça implique potentiellement? Donc là, tu l'as dit, l'annonce c'est si tu fais le mauvais mouvement et que la fracture s'aggrave ou que les éclats osseux touchent la moelle épinière, en gros, c'est fini, tu peux plus marcher, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là et dans les heures/jours qui suivent? Est-ce que tu peux nous... j'imagine que tu t'en souviens quand même. Ouais, je m'en souviens méga bien. Est-ce que tu peux nous emmener avec toi dans comment tu as processé cette nouvelle? Qu'est-ce que tu en as fait? Et ce qui en a suivi après? En fait, ce qui était dur, et je reviens sur le fait que c'était le début du 2e confinement, c'est que les hôpitaux étaient ce qu'on appelait en plan blanc, donc il n'y avait pas de visite. Donc j'étais vraiment dans un box aux urgences à 20 et quelques piges, et je pouvais voir ni mes parents, ni ma chérie, ni personne. Et on m'annonce que grosso modo, si j'ai pas de chance, je perds l'usage de mes jambes à tout moment, quoi. Et je finis en fauteuil pour le reste de ma life.
à cause d'une figure sur un vélo, quoi. Sachant que, pour que les gens mesurent un peu les implications pour toi, parce que je te connais bien, le sport fait partie intégrante de ta vie depuis que t'es Ouais, gamin, quoi. ouais, Enfin, ouais, genre, ouais. c'est un truc... Et là, il y a un et... truc vraiment au-delà du sport, c'est genre la vision de la vie que j'ai, à savoir élever des enfants dans l'amour, dans la nature, leur faire un maximum d'activités dehors, leur faire découvrir vraiment ce que c'est que l'environnement, ce que c'est que tout ça. Ben là, d'un coup, je me dis, mais attends, faire du ski en chaise, c'est chaud. Aller faire des randos en chaise, c'est chaud. Aller faire du bike, tu vois, toute la vision et la vision très long terme que j'avais de la vie se casse la gueule maintenant, quoi, potentiellement. Et c'est ça qui est presque le plus dur, c'est que, genre, on te dit là, ça va, t'as énormément mal et tout, mais tu bouges tes pieds, et à tout moment, ça peut s'arrêter, tu vois. Et t'as un truc tu ne maîtrises pas. La seule consigne, c'est ne bouge pas. Donc, moi, je me rappelle dire aux, je sais pas comment, c'est pas des infirmiers, c'est des aides-soignants sûrement, qui viennent changer tes draps, tu vois. Je voulais pas qu'ils changent mes draps, parce que pour changer mes draps, il fallait que je me mette sur le côté, tu vois. Et je leur disais, genre, on m'a dit de pas bouger, je bouge pas, les gars. genre, vous me ferez pas bouger d'1 millimètre. J'étais pétrifié, tu vois. Donc, c'est une espèce de fois où je me suis dit que c'était que ça allait, que j'avais tout fait bien jusque-là, tu vois. Que j'avais toujours fait de mon mieux, fait les bonnes études, fait le bon palmarès en sport, m'entraîner sérieusement, machin chouette. Et j'avais un espèce de goût de putain, mais tout ça pour ça. Tout ça, c'est pas des sacrifices parce que c'est pas le mot, mais tous ces efforts, toute cette abnégation, toute cette discipline pour finir pas comme une merde, mais finir comme ça pour une vieille vidéo. J'ai respecté les règles. Ouais, voilà. J'ai fait tout ce qui suivi était attendu les règles de moi, du jeu. Et voilà avec quoi je ressors à la fin. Genre un sentiment d'injustice, tu vois. Et c'était trop dur. Enfin, là, vraiment, j'ai beaucoup pleuré. Et en plus de ça, Covid oblige, les hôpitaux en panique. Je me fais opérer qu'au bout de genre 3 jours à rester immobile dans mon lit, seul, sans rien, tu vois. Donc tu as 3 jours. Je pense qu'effectivement, tu fais bien de le mentionner, la solitude, l'isolement, dans un moment comme celui-ci. Ça fait toute la diff. C'est très, très dur parce que horrible. Je pense que pouvoir s'appuyer sur son entourage quand on est confronté à ce genre d'épreuve, c'est un des ingrédients clés, ou en tout cas, c'est une des choses qui peut te permettre, à défaut de rendre pied, au moins de garder une certaine stabilité, tu vois, et de ne pas te laisser embarquer dans une spirale. Exactement. Donc, tu as la solitude, tu as l'incertitude. Effectivement, tu l'as dit, et je pense que c'est important. Et je pense qu'il y a une différence fondamentale entre le verdict est tombé, il faut que j'apprenne à vivre avec, versus... En fait, ça peut tomber. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas à quelle sauce. Surtout que je pense avoir... je ne sais pas si c'est lié au sport ou aux études que j'ai pu faire, mais j'aime bien maîtriser les choses, tu vois. Et être capable de dire, si je fais ça, il va se passer ça. Et là, tu es dans une espèce de zone de flou où c'est un peu ton corps qui décide en mode, mon gars, t'as voulu pousser. T'as l'impression que l'issue t'appartient plus. Ouais, c'est ça. Et que l'issue est incertaine et potentiellement dramatique, surtout. Tu vois. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu décris là, c'est quand même qu'il y a un moment où tu t'es autorisé à vivre le truc. Tu l'as nommé, sentiment d'injustice. J'ai beaucoup pleuré pendant ces quelques jours, etc. Parce qu'il y avait une autre réaction possible, qui était le déni. Tu vois, de dire... non, je l'ai vécu plein fouet. Tu vois, mais je pense que, et on va y venir juste après, sur ce qui a pu t'aider à rebondir aussi, le fait de s'autoriser à vivre pleinement l'émotion, à aller au bout du truc. Je pense que la solitude a aidé aussi un peu à ça, tu vois. Ouais, parce j'avais pas d'échappatoire, en fait. Et puis il y a personne pour te dire, t'inquiète, ça va aller. Et c'est des paroles auxquelles tu peux te raccrocher, qui peuvent te donner... oui, ça peut te donner de l'espoir, mais ça peut aussi t'amener à fuir un peu la réalité de ta situation et te refuser à voir les choses pour ce qu'elles sont ou pour ce qu'elles pourraient être. Grave. Donc je trouve quand même intéressant de relever ce truc-là de, je fais ce constat, je trouve ça profondément injuste. Donc déjà, le fait de le conscientiser, de le nommer, parce qu'il y a le malaise lié au fait de te dire,
putain, comment j'ai pu en arriver là? Et puis il y a le fait d'être en capacité de poser des mots sur, en fait, j'ai fait tout ça et voilà comment je suis récompensé. C'est pas juste. Et du coup, ce qui m'intéresse aussi à travers ça, c'est donc tu touches un peu le fond, entre guillemets, dans le sens où voilà, tu t'autorises à aller au bout du truc, tu es vraiment au plus mal, tu es seul, tu sais pas comment les choses vont se passer. Il se passe 3 jours. 3 jours dans ce contexte-là, c'est v'là long. Ouais, et puis tu souffres, le martyr tu surtout. sais, tu Et souffres. tu douilles ta race. En plus de T'es- ça, il y a t'es- la souffrance physique. Est-ce que tu te souviens d'un moment en particulier où tu as senti une forme de bascule? Est-ce que le fait de reprendre pied et de te remettre en mouvement, ça s'est fait de manière plus progressive? Comment ouais, est-ce que tu as réussi, du coup, à reprendre un peu le dessus et te... en fait, ce qui m'a fait me projeter vers l'avenir, c'est que ça a été assez rapide dans le sens où la fameuse médecin est revenue me voir en me disant, bon, on a 2 solutions. Soit tu portes un corset pendant 3 mois en espérant que la fracture se résorbe, ressoude ouais. d'elle-même et dans le bon axe et que ce soit carré. Soit tu passes sur le billard pour une opération qu'on appelle une cimentoplastie. En gros, on va venir consolider ta vertèbre avec une espèce de pâte qui s'apparente à du ciment. On va venir l'écarter avec comme des espèces de petits ressorts pour venir lui redonner de la place parce qu'elle s'était faite comprimer par Compressé, toutes les autres, ouais. en fait. Et ça, potentiellement, en gros, c'est si l'opération se passe bien, tu peux sortir en marchant de l'hôpital. Mais pas de vélo avant 6 mois ou 1 an. Et je crois que il y a eu la vision de la chaise qui m'a mis un gros coup. Et il y a eu ce truc de. Ça peut paraître futile, tu vois, mais ça prend tellement de place dans ma vie que quand on m'a dit 6 mois, 1 an sans sport ou potentiellement sans vélo, je me suis dit, mais genre, c'est pas, c'est pas possible, tu vois. Ça fait 20 ans que je fais ça tous les jours de ma life. C'est une étape de ma journée comme manger ou comme dormir, tu vois. Donc 6 mois à 1 an, mais qu'est-ce que. Genre, je sais pas comment je vais Et ça fait faire. partie de ton identité. Ouais, et c'est qui je suis. Qu'on le Les veuille gens ou me. non, Les gens toi, tu te m'identifient dis... par Ouais, ça, tu vois. ouais. C'est Nico, le gars qui fait du vélo. C'est. Et donc, il y a eu un espèce de deuxième coup de bambou à ce moment-là. Et je pense que le fait de prendre la décision de. Du coup, je me suis renseigné sur les stats. Enfin, je lui ai demandé plein de trucs sur l'opération en mode ingé, tu vois, analyse des risques. Prise de décision. Ouais, prise de décision. Arme décisionnelle. Exactement. Du coup, j'ai opté pour l'opération. Je pense qu'à partir de là, il y avait un truc de ok, maintenant on a un objectif fixé. C'est déjà arriver à l'opération, donc dans 3 jours, dans le meilleur état possible. Et suivant l'opération en elle-même, je peux pas trop agir dessus, mais par contre, suivant comment ça s'est passé et ce qu'on m'annonce à la fin, je mets en place un plan de bataille et on va tout fumer, quoi. Par curiosité, c'était quoi les probabilités sur l'opération? Si tu t'en souviens. Je me souviens pas des chiffres exacts. Je me souviens simplement qu'elle m'avait dit, parce que moi, je lui avais surtout demandé sur le très long terme quels étaient les impacts de l'un et de l'autre. Elle m'avait dit que l'opération, parce que je lui avais montré ce que je faisais sur le vélo, il y a beaucoup d'impacts, beaucoup de chocs et tout. Je lui ai dit, si vous me mettez du ciment en mousse, je reviens dans 3 mois, les potes, tu vois. Elle m'avait dit, l'opération date d'environ 10 ans. Sur l'échelle de 10 ans, on n'a eu aucun retour produit, tu vois. Ok. Le SAV se passe bien. Mais on n'a pas plus de recul que ça. Ouais. Puis c'est pas dit que dans tous les gens qui se sont fait opérer, il y en a beaucoup qui ont une Bah, pratique c'est ça, comme la en tienne, fait. tu vois. Ouais, aussi violente que la mienne. Et que il y avait un taux de réussite qui était exceptionnel. Ok. Et qu'il y avait un spécialiste à Besançon, là où j'étais à l'hôpital. Donc le ratio, mis bout à bout, le ratio bénéfice-risque était plutôt favorable côté opération, avec cette perspective de pouvoir te remettre en mouvement plus rapidement. Quoi. Ouais. Ok. Et donc tu dis, à ce moment-là, bon, on prend une décision, et du coup, je peux commencer à me projeter avec une forme de plan d'action. À quel point tu le projettes? À quel point est-ce que tes projections étaient réalistes aussi? Tu vois, parce que tu vois, tu me dis, le médecin me dit que je pourrais pas remonter sur le vélo, si je peux remonter sur le vélo, avant 6 mois, 1 an. Ça, tu l'enregistres ou tu te dis,
Ah, les gars, vous êtes sympas avec vos stats. Je l'enregistre, mais toujours l'optimiste et le truc de. Il y a combien d'entraîneurs qui m'ont dit ça, faudra du temps, et au final, je charbonnais comme un chien et j'arrivais un peu plus vite. Donc, je l'enregistre, mais un peu en mode ego trip de 6 mois, 1 an. Attends, mon grand. Ah, tu me connais pas, toi. Tu sais pas, En gros, comment je suis. Tu l'as pris comme une suggestion plutôt que comme une règle, quoi. Ouais, ou comme un défi, peut-être même. Tu vois. Okay. Et en parallèle de ça, c'était assez marrant parce que, enfin, marrant, c'est pas le mot, mais à partir du moment où j'avais pris cette décision de l'opération, j'avais aussi une forme d'acceptation. Je pense que c'était les jours et le temps qui passait, l'acceptation que potentiellement ça se passe mal. Ok. Et genre, je me rappelle regarder des vidéos sur mon tel de mecs qui faisaient du crossfit en chaise roulante, de trucs comme ça, en mode ok, si ça capote, il y a peut-être des trucs cool à faire quand même. Pire, en gros, c'est projection vers l'avenir en te disant comment est-ce que je peux investir le pire scénario. Ouais, c'est ça. Si demain rien ne se passe comme je l'espère, quelles sont mes options? C'est quoi le pire du pire du pire? Et finalement, le pire, les gens ont l'air d'être heureux quand même. Ils font des trucs qui sont cool. Moi, je me disais objectif JO paralympique, tu vois, direct. Okay. Je trouve une discipline qui me chauffe et feu. Donc j'avais un peu, avec le temps qui passe et cet objectif précis de dans 3 jours, tu passes sur le billard, j'avais un peu ce truc de ok, je suis dans la sauce, mais les issues, genre j'ai les issues en tête et ça va aller, entre guillemets, tu vois. Ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est donc relativement vite, parce qu'on se parle quand même de l'échelle de quelques jours. Ouais. Je me pose la question de me dire, imaginons que le pire se produise, comment est-ce que, et les mots sont pas les bons, mais je transforme la contrainte en opportunité, donc c'est-à-dire que potentiellement je vais devoir apprendre à vivre avec X, et comment est-ce que je fais en sorte que X m'arrête pas, ou comment est-ce que je fais pour l'investir pleinement, et pour pouvoir retrouver ce qui est important pour moi. Donc tu vois, par exemple, tu le disais tout à l'heure, tu disais, enfin on en parlait, mais le vélo, ça me définit. Je fais ça tous les jours depuis 20 ans, au même titre que je mange, je me brosse les dents. Enfin, tu vois, c'est genre ça fait partie de mon quotidien et par extension de mon identité. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu décris, c'est que, consciemment ou pas, en fait, c'est pas... t'es athlète plus que trialiste. Oui. Et donc, en fait, si le vélo trial est plus une option, ça veut pas dire que je peux plus être celui que je pense être, à savoir un athlète de haut niveau. Ça veut juste dire que la façon dont ça va s'exprimer va changer. M'exprimer sera différente, ouais. Et je trouve ça intéressant parce que l'exercice, enfin, ce que ce genre d'épreuve peut t'amener à faire, c'est mettre un peu de souplesse, de malléabilité dans la façon dont tu te définis et dans ton identité, qui sont, je trouve, des choses qu'on questionne assez peu. Tu vois, en fait, il y a aussi beaucoup de composantes de notre identité qui sont des choses qu'on déduit de notre situation. Ouais, bien sûr, c'est ça. Je fais du vélo depuis 20 ans, donc je suis Nico qui fait du vélo, tu vois. Bah oui, c'est une manière dont ça s'exprime, mais au fond, plein d'autres choses. Si tu reviens au cœur du truc, si tu vas un cran plus loin dans l'abstraction, c'est je suis athlète de haut niveau, je me dépasse physiquement régulièrement dans le but d'atteindre des objectifs ou de performer. Et le vélo est la discipline que j'ai choisie pour l'exprimer à ce moment-là, mais c'est pas une fin en soi, quoi. Et c'est marrant parce qu'on en parlait hier soir avec ma chérie de... Tu vois, on a des grandes discussions philosophiques. Et je disais, mais en vrai de vrai, si demain j'arrête le vélo, genre qui je suis et qu'est-ce que je fais? Et elle me dit, mais si demain t'arrêtes le vélo, ça va rien changer, tu vois. Et ça me paraît fou dans ma tête, tellement tout ce que je fais, je le fais en fonction, via ce prisme-là, tu vois. Et pour répondre à ta question de qu'est-ce qui fait que j'arrive à me projeter et à transformer l'obstacle en opportunité, je pense que c'est avec pas mal de recul, parce que j'ai beaucoup gambergé sur le sujet, de comment j'ai vécu ce truc aussi durement d'abord, mais puis plutôt positivement, et c'était plutôt enrichissant. Je pense que c'est l'habitude de faire face à des défaites, tu vois. Enfin, j'ai un peu gagné, tu vois, j'ai un palmarès, mais j'ai beaucoup perdu. Ouais. Parlons-en. Ça faisait partie des éléments que je voulais évoquer avec toi, donc la transition est toute trouvée.
Tu as sorti une vidéo récemment sur YouTube sur le rapport à l'échec. Ouais. Et je la trouvais particulièrement intéressante parce qu'en fait, dans la discipline que tu pratiques, l'échec, c'est une condition du progrès. Et je pense que c'est vrai de plein de choses. Je trouve que c'est particulièrement visible dans ce que tu fais parce qu'en fait, je tente un trick, je le passe pas, je tente un trick, je le passe pas, et je vais peut-être le passer à la 14e ou la 15e fois. Ou la 152e fois. En l'occurrence, dans la vidéo, je sais plus combien tu fais de tentatives avant de réussir à le passer. Une petite trentaine, je crois. Ton tricks, mais déjà, je trouvais que c'était une très belle allégorie de la vie, tu vois. Genre, en fait, quand tu prends un peu de recul, c'est vrai de plein de choses dans la vie. Plein de trucs. Mais je trouve que ça en dit aussi long sur le rapport que tu entretiens à l'échec. Et je pense qu'effectivement, tu as raison. Ce qui te permet aujourd'hui de faire face à ce genre d'épreuve sans... Alors, ça te déstabilise forcément, mais sans que tu partes en crise existentielle et que tu passes l'année qui suit à tout remettre en question. C'est ta capacité, c'est le fait que tu as cultivé, à différentes échelles et dans différents contextes, ta capacité à rebondir. Et ça m'intéresse de savoir, du coup, comment ton rapport à l'échec a évolué dans le temps et quelle place ça prend aujourd'hui dans ta vie ou quel impact ça a sur la façon dont tu investis tes défis, tes challenges aujourd'hui, quoi. Bah, c'est une méga bonne question parce que je crois que c'est... Tu vois, j'écrivais encore là-dessus il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est peut-être au cœur de plein de mes réflexions sans que je le conscientise. Pour remettre un peu de contexte, en gros, déjà, mon sport, du coup, tu disais que c'était particulièrement visible parce que tu essaies des tricks, tu n'y arrives pas. En gros, tu vois, je prenais le parallèle avec la natation, admettons. Tu commences la natation demain, tu vas nager. Tu vas, bon, si tu sais nager, mais tu vas nager pas aussi vite que Léon Marchand. Partant du principe qu'on sait tous faire une brasse correcte. On sait à peu près tous nager. Tu vas pas nager aussi vite que Léon, mais tu vas nager. Tu commences le foot, tu vas potentiellement marquer des buts. Pas comme Messi, pas face aux mêmes adversaires, mais tu vas marquer des buts. Moi, quand je commence mon sport, je vois des mecs qui s'envolent d'un caillou à l'autre ou d'un tronc d'arbre à l'autre, méga stylé, tu vois. Et moi, on me dit qu'il faut tourner autour des racines, là, sans poser le pied par terre, tu vois. Donc, tu as déjà l'impression qu'on se fout de ta gueule parce que tu dis non, mais moi, ce que je veux faire, c'est ça, vraiment. Comment je vais passer de ça? Je suis pas en cours de Vélib, là, tu vois. Et tu comprends même pas comment. Je passe pas mon BSR, les gars. Je l'ai déjà. Tu comprends même pas comment. En tournant autour des racines, tu arriveras un jour à faire ce qu'ils font, tu vois. La transférabilité entre... C'est pas évidente du tout, quoi. Il y a tellement un monde qu'au début, tu te dis, il y a anguille sous roche. Je pense qu'ils n'ont pas compris ce que je voulais vraiment. Je suis en train de me faire douiller. Je me suis trompé de cours. Je me suis trompé de club, peut-être, tu vois. Il y a peut-être 2 équipes sans le savoir. Moi, je passe pour faire de la trottinette ou je sais pas quoi. Et non, genre, changez-moi de discipline, s'il vous plaît. Et non, et en fait, ça résume trop bien ce truc de... On t'apprend à vraiment te foirer, quoi, pour finalement arriver à des choses qui sont à peu près stylées. Mais à l'entraînement, encore aujourd'hui, je passe la grande majorité de mon temps, quand j'essaye quelque chose, à ne pas y arriver. Et je pense que ça s'est fait inconsciemment avec les années, avec le temps. Et les compétitions viennent en plus appuyer ce truc-là de... en fait, un gagnant, il y en a un. Par définition. On vient tous pour plus ou moins ça. Et quand tu es deuxième ou quand tu es 25e, tu n'es pas premier. Donc, tu le vis un peu comme un échec. Mais finalement, je ressortais avec 1000 fois plus de motivation en faisant 4e, 20e ou 2e qu'en gagnant. Okay. Et je pense que c'est mon sport intrinsèquement, enfin, c'est ma discipline qui a fait ça dans ma tête, tu vois. Ce truc de... En fait, j'y arrive pas, mais genre, c'est normal, puisque je sais que pour y arriver, il faut 300 essais. Donc, où est le... Donc là, je suis au premier, il m'en reste 299. C'est OK. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Déjà, pour le formaliser, parce que je sais pas si ce sera évident pour tous les gens qui nous écoutent, ça repose sur une idée très simple, c'est que c'est comme quand tu traites une phobie, c'est l'exposition répétée. À force d'être exposé à l'échec, l'échec a de moins en moins d'impact sur moi. Et donc, en fait,
c'est pas quelque chose qui me déstabilise, c'est pas quelque chose qui me fait remettre en question ma valeur. Et je disais que c'est le même principe que quand tu traites une phobie. Si tu as la phobie des araignées, un moyen de traiter ce truc-là, c'est on va commencer par mettre une araignée de l'autre côté de la pièce sous un verre, et puis tu vas accepter d'être dans la Sa même pièce que présence. l'araignée, tu vois. Puis après, petit à petit, tu Mais vas te c'est le- rapprocher. Mais même très médicalement parlant, je crois que c'est ce que font les allergologues pour te désensibiliser d'une allergie. Exactement. Tu vois. Et donc, ça, c'est le premier point. Donc, c'est conscientiser le fait que le rapport à l'échec change. Plus on est exposé à l'échec, moins l'échec a d'impact, moins on l'utilise comme un moyen de définir sa valeur, etc. Ce qui m'intéresse dans ce que tu décris là, c'est que tu as été au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est pas que l'échec ne m'impacte pas, c'est que j'ai accepté, intégré le fait que je dois en passer par là pour faire ce que je veux. Alors, c'est un apport de ta discipline. Euh, et presque, dans les derniers mots que tu as eus, c'était je sais que ça prend 300 tentatives pour y arriver, j'ai échoué une première fois, il m'en reste 299. Si on tire le fil de ce truc-là, c'est-à-dire que pour réussir plus vite, il faut échouer plus vite, quoi. En fait, et c'est là un peu mes réflexions de ces derniers mois / années qui m'ont amené aux projets sur lesquels j'ai pu travailler. C'est genre, une fois que j'ai conscientisé ce truc-là, je me suis juste dit, putain, mais go me foirer. Genre, j'ai pas peur du tout de me foirer. J'adore ça. Donc, plus vite je me foire, plus vite j'y arrive. Bah, vas-y, je vais me foirer le plus vite possible, tu vois. Et Foirons-nous. Non, mais c'est clair. Genre, qu'est-ce qui me fait rêver et qu'est-ce qui me fait peur? Ça, bah, go, vas-y, Allons-y. je vais me casser la gueule là-dessus Ok. et j'ai trop hâte, tu vois. Et du coup, maintenant, c'est presque le moteur en mode, tu vois, là, je suis parti en Suède à vélo il y a quelques mois. Je me suis dit, avant de partir, je me suis dit, ok, mon sport, il est explosif, créatif, méga stylé, c'est des efforts courts, machin. Pour trouver un truc sur lequel je me foire, on va prendre un truc complètement à l'opposé. Donc un effort long, chiant, répétitif, pas créatif du tout, machin chouette. Vas-y, le vélo sur les longues distances, ça coche à peu près toutes les cases. Et en plus, je reste sur un vélo, donc à peu près dans un truc que je connais. Il y a un sponsor qui m'appelle pour un événement où je dois aller en Suède. Je lui dis, ok, mais je vais en vélo. Ça m'a pris 10 jours, on a monté un projet de ouf avec. Et c'est un peu ce truc de qu'est-ce qui peut me faire potentiellement échouer, donc apprendre vraiment fort sur moi. Et ben ça. Tu mets le doigt sur un point. On reviendra sur l'aventure en Suède juste après, parce que effectivement, c'est un autre accomplissement majeur relativement récent. Et je mettrai le lien du documentaire dans la description, parce que je trouve que c'est, pour l'avoir vu et avoir suivi l'aventure, c'est hyper cool. Et c'est pas qu'un exploit sportif, c'est aussi tout ce qu'il y a autour que je trouve intéressant. T'as utilisé un mot que je trouve important, qui est apprendre. Parce qu'en fait, échouer, c'est pas suffisant pour progresser. Il faut échouer, en apprendre quelque chose, mettre en pratique à l'itération suivante, et c'est là que vient le progrès, parce que tu peux refaire exactement la même chose 300 fois de suite, échouer 300 fois, mais pas avoir bougé, tu vois. Et d'ailleurs, il y a une littérature pléthorique sur le sujet, la pratique délibérée, etc. Enfin, il y a plein de concepts scientifiques qui appuient ce truc-là. Toi, aujourd'hui, cette notion de pratique délibérée, donc échouer dans l'optique d'apprendre, même si je ne sais pas si on peut dire que c'est une finalité en soi, mais comment est-ce que ça se matérialise dans ton quotidien? Là, je pense que c'est plus l'ingé qui a pris le dessus sur l'athlète, tu vois. Déjà, pour revenir sur la fracture, du coup, ça a mis un peu du temps à processer, mais j'avais pas mal de temps sorti de l'hôpital. Donc, j'ai pas mal réfléchi sur tout ça en mode il m'est arrivé ça, c'est pas cool. Je vais forcément retirer plein de choses. Quelles sont ces choses à J plus 1 mois, J plus 6 mois, J plus 1 an, et là, bientôt J plus 6 ans. Et je crois que déjà, pour prendre le cas concret de la fracture, en sortant de ça, je me suis dit direct, ok, en fait, je suis fort sur un vélo, je sais gagner des compètes. Par contre, sur un tournage, je me suis inventé cascadeur, c'est pas mon job. Et donc, je suis débutant. Donc, à partir de maintenant, chaque projet, chaque tournage, on prend du temps, on prend des équipes, on prend des matelas, on prend de la mousse, on répète dans d'autres endroits, on apprend. Et
et on prend aucun risque. Mmh. Alors que je pensais qu'en fait, les gars dans les vidéos, alors il y a plein de gars qui prennent énormément de risques, mais c'est pas forcément les mecs qui font les plus longues carrières. Les gars que moi j'admire, et que j'admirais vraiment fort aussi à l'époque, pour avoir vu qu'après coup des vidéos behind the scene de leur tournage, en fait, les gars, tout est millimétré. Genre, il n'y a rien qui est laissé au Pas hasard. d'improvisation. Voilà, c'est ça, il n'y a pas d'impro. C'est pas j'y vais et on verra bien. Et ça a changé toute ma manière de gérer ce genre de projet. Et je me suis quasi plus trop reblessé sur ce genre de truc, tu vois. Donc, j'ai essayé de prendre un peu de recul sur qu'est-ce qui s'est passé, comment on aurait pu faire les choses différemment. Et genre, plus jamais ça, tu vois. Parce que là, pour ce cas concret, ce qui était vraiment dur au-delà de cette espèce de déception et cette espèce d'injustice, c'était de, même si je les voyais pas, c'était de savoir que mes proches, tu vois, j'avais ma mère, mes parents au téléphone, mes grands-parents au téléphone, qui disaient, limite qui culpabilisaient de putain, on n'aurait pas dû lui acheter ce premier vélo, tu vois. J'exagère un peu, mais dans le délire, c'est genre putain, ça allait trop loin cette histoire. Genre, on pensait juste l'amener le samedi après-midi pour qu'il se défoule. On retrouve notre fils peut-être sur une chaise roulante, tu vois. Donc c'était ce truc-là que j'avais vraiment pas envie d'amener chez eux et de revoir à nouveau. Et donc voilà, je pense que ça demande pas mal de prise de recul à chaque fois. Et moi, j'écris beaucoup. Et je pense que c'est un truc qui m'aide de malade à... Je sais pas, peut-être que c'est parce que je suis un peu formaté par les études ou quoi, mais le fait d'écrire et de poser noir sur blanc, j'ai raté ça à cause de ça que j'ai mal fait, En fait, c'est un truc très privé où t'as pas à te défendre auprès de quelqu'un en disant que c'est la faute d'un tel ou du matériel ou du vent ou de machin chouette. Non, c'est genre, c'est toi qui a fauté. Qu'est-ce que t'as mal fait? Qu'est-ce que t'as bien fait? Parce que même dans les foirades, il y a des trucs pas mal. Et qu'est-ce que tu veux plus pour l'avenir dans ce genre de situation, quoi. Je pense que ça aide. Enfin, de toute façon, l'écriture pour ça et pour plein d'autres trucs, je crois que c'est l'outil le plus sous-coté qui existe. Tu prêches un convaincu. Hein. Ça fait longtemps que je prêche publiquement pour une pratique plus ou moins structurée, plus ou moins régulière du journaling. Tu vois, je pense que c'est un truc. Mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense aussi que il y a effectivement la capacité à poser les choses sans avoir peur du regard de l'autre, sans se sentir obligé de se justifier, sans avoir peur du jugement, etc. Et surtout, moi, la valeur que j'y vois pour le faire aussi régulièrement, c'est que ça crée de la distance. Parce qu'en fait, tant que ça reste dans ta tête, la capacité à dire, à distinguer ma pensée de ma personne, c'est très très compliqué. Par contre, de le voir écrit, il y a une distance physique, même, juste qui se crée entre ce que je pense, ce que je ressens. Et en fait, l'écriture est un moyen de créer de la distance. Il y en a plein d'autres. Hein. Mais la distanciation, je trouve, est un outil hyper important justement pour la régulation des émotions, pour la capacité à se projeter aussi, pour comment tu reprends le contrôle de la narrative, pour essayer justement d'essayer de rentrer dans une dynamique qui est plus porteuse et plus être complètement embarqué par ce qui t'habite ou ce qui te préoccupe à ce moment-là. Et en plus de ça, je trouve que tu as du mal à mentir en écrivant. Alors que dans ta tête... En tout cas, si tu le fais, tu t'en rends très vite compte. Ouais, c'est ça. Exactement. Un moment... Tu peux le faire. Ça arrive, hein. Et des fois, c'est assez marrant même parce que t'écris genre un tel m'a saoulé, il a merdé sur ça, machin chouette. Et en le lisant, en fait, en te lisant en train d'écrire, tu sens un truc et tu te dis en fait, je suis un mytho. Je suis pas complètement honnête. En fait, je suis une merde. Là, c'est moi qui suis une merde. J'ai pas pris mes responsabilités. Ouais. Et du coup, je trouve que c'est un espèce de... Je sais pas, je trouve que c'est trop fort. Et ça devrait être pas obligatoire, mais... Et c'est pas que trop fort quand ça va pas, quand ça va mal. Je trouve ça trop fort pour planifier des trucs, avoir posé des souvenirs, dire qu'on est heureux de ça, dire que ça va potentiellement pas à cause de ci, ça. Enfin, je trouve ça trop puissant sur plein d'aspects différents.
On est passé un tout petit peu vite sur ce qui s'est passé après l'opération. Pour donner une idée un peu aux gens de la suite, et on peut rentrer un peu plus en détail dedans, mais pour la petite histoire, le Trix qui t'a envoyé à l'hôpital il y a 6 ans, aujourd'hui, c'est un de tes moves un peu signature sur Ouais, tes grave. shows, tes C'est le conférences et move tout. Donc, final de tous mes shows. ça donne une idée du chemin parcouru entre la première fois que je le tente. En tout cas, je le tente dans ce contexte, je me vautre, les conséquences auraient pu être dramatiques 6 ans plus tard. Non seulement je le refais, parce qu'il y a aussi, Ouais, il y a ce truc j'imagine, les de- premières fois où tu le retentes, énormément d'appréhension. Enfin, c'est un truc qui t'a marqué Ouais, physiquement à minima, Mm. psychologiquement, j'imagine un ouais, peu. fort. Et ce que je trouve passionnant là-dedans, c'est ce que tu as choisi d'en faire. C'est-à-dire, tu as rencontré cet obstacle à traverser cette épreuve, plutôt que de la laisser te définir dans le sens Ouais. en ressortir amoindri, t'en es ressorti renforcé, quoi. Ouais, de ouf. Et je sais pas si c'est. Je pense qu'il y a beaucoup d'ego là-dedans, mais tu vois, une fois que l'opération était passée et qu'on m'a dit ça s'est super bien passé, ton dos est béton armé, tu vas pouvoir refaire du vélo un jour, peut-être pas au niveau que tu avais, mais tu vas pouvoir remonter dessus et potentiellement te faire plaisir. Je me suis dit, ok, objectif numéro 1, refaire cette figure. Genre, j'avais que ça en tête. Et tu vois, je me suis fait opérer en novembre, genre le 3-4 novembre. Et j'ai refait le backflip en avril, dans des meilleures conditions, vraiment en prenant, en assimilant tout ce que j'avais pu apprendre de cette triste chute. Et au-delà de ça, du coup, j'ai réussi à la refaire devant mes potes. Et après, je me suis dit, putain, je pense que genre, il faut que j'arrive à le faire en public, ce truc. Et tu disais que ça demandait, enfin, que ça amenait forcément beaucoup d'appréhension et tout. C'était trop bizarre, et ça l'est encore un peu. Je pense que enfin, c'est pas je pense, mais le corps, il a une espèce de mémoire musculaire et mémoire un peu inconsciente de ce qu'il vit. Et genre, j'avais un blocage physique, genre, même physiologique limite. Tu vois, genre ma tête était ok de reprendre le risque, de me remettre dessus, mais j'avais une sensation que, comme si, je sais pas, t'es exposé à un danger en entendant un tel bruit, et dès que tu entends ce même bruit, ton corps se met en alerte une forme de maximum. syndrome post-traumatique. Ouais, exactement, exactement. Ouais. Et l'instinct de survie qui verrouille tous tes mouvements, tu respires plus pareil, tu vois plus pareil, t'as un espèce de... ça te change, quoi. Et j'ai eu ça pendant méga longtemps. Et encore maintenant, tu vois, c'est le seul truc sur mon show ou sur ma conf que je fais avec une forme d'incertitude. Genre, et je sais pas si j'arriverai un jour à me dire c'est acquis. Parce qu'il y a une part de mon corps, je pense, pourtant j'en ai fait des centaines depuis. Et devant plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les plus grandes salles d'Europe et tout, des trucs vraiment où c'était dur de se mettre dans les bonnes conditions. Mais j'ai vraiment ce truc ancré en moi, en mode ça, on s'en souvient, mec, et on va te laisser le faire cette fois encore, mais oublie pas. Je pense qu'il y a, alors je suis pas expert, donc j'aurais du mal à le décrypter, mais je pense qu'il y a énormément de phénomènes psychologiques, physiologiques, pour la plupart inconscients, qui sont à l'œuvre pour te préserver. Ouais, c'est ça, c'est l'instinct de survie. Une grosse partie, enfin, il y a en particulier sur l'activité inconsciente au niveau cérébral, neurologique, etc. Il y a plein de choses qui se passent tout le temps, dont le seul objectif, c'est plein d'activités, c'est de te maintenir en vie, quoi. Et je pense qu'il y a une partie des blocages que tu peux rencontrer qui sont liés à cette nécessité de attends, on va pas prendre de risques démesurés là, c'est notre survie qui est en jeu. Et c'est vrai, je pense, pour plein de trucs, tu vois. On reste des animaux sociaux, donc quand tu te dis putain, j'ai envie de sortir cette vidéo YouTube, mais j'arrive pas trop, en vrai, c'est sûrement une partie de toi qui dit qu'est-ce que vont en penser les autres. Tu vas être rejeté de ton groupe, de ta famille, s'ils pensent que c'est de la merde. Et tout ça, ça se passe
dans ta tête sans que tu conscientises le truc, quoi. Ouais. Moi, je trouve ça assez fascinant, le pouvoir du subconscient. Alors, j'ai pas envie de partir dans un truc trop ésotérique et trop wouhou, même si je suis en train de creuser le sujet parce que plus j'en apprends sur la construction identitaire, sur les mécanismes qui sont à l'œuvre, qui nous permettent ou pas de se réaliser, etc. Et il y a quand même pas mal de choses qui me pointent dans cette direction-là. Mais ça me permet de venir interroger un truc qu'on a mentionné en passant au début. Naïveté, optimisme, ego, tu l'as dit aussi. Et au fond, moi, je pense que ça a un rôle à jouer. Je pense que ça a une utilité dans certains contextes. C'est pas que mauvais. C'est pas que mauvais, tu vois. C'est quelque chose qui a mauvaise presse aujourd'hui. Et je crois fondamentalement à la vertu de l'humilité. Et tu vois, on n'en a pas parlé, mais typiquement, quand tu décrivais un peu le process par lequel tu passes, quand tu analyses tes échecs pour essayer d'en tirer des apprentissages, pour moi, rien que cette dynamique-là demande une forme d'humilité. C'est-à-dire d'être en capacité de dire il y a des choses où j'ai pas été au niveau, j'ai pas su faire, et c'est pas grave. Je suis pas obligé de me juger pour autant, mais si je veux progresser, si je veux continuer à avancer, il faut que j'accepte de le voir en face pour pouvoir en tirer des conclusions et des apprentissages. Mais parlons un peu d'optimisme. Parlons un peu du verre à moitié plein. Du verre à moitié plein, de cette envie aussi de se dépasser. Peut-être j'aurais tendance à décorréler les deux, parce qu'il y a cette tendance naturelle que tu as à projeter le meilleur. Tu vois. Donc si je ne sais même pas si tu es en capacité de dire d'où ça vient. Et après, on parlera du besoin de dépassement, parce que c'est aussi un des trucs qui te caractérise beaucoup, je trouve. Je pense d'où ça vient beaucoup de mon éducation. Parce que j'ai un père qui est un éternel optimiste / naïf / bat les couilles de tout. Tu vois, si on pousse le truc un peu. Donc, il y a une part qui vient de là. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup un truc en lien avec ce que j'ai pu faire dans le sport. Je pense que ça vient aussi beaucoup de ce rapport à l'échec, tu vois. De ce truc de... En fait, les gens, ils ont peur de quoi? Enfin, c'est quoi qui les stoppe? C'est la peur de se foirer, je pense. Et quand t'as... Enfin, moi, j'ai vraiment pas ça. Donc, enfin, d'un coup, c'est simple. Ça te libère, quoi. Ouais, d'un coup, c'est simple. En fait, je pense qu'il y a la peur de se foirer et les conséquences du foirage. Mais en fait, en tout cas, moi, plus j'avance et plus je me rends compte que le pire est pas si pire, quoi. Non, mais c'est ça. En fait, je sais pas si c'est sociétal, entre guillemets, mais tu vois, je me dis, le pire... Enfin, on aura à manger, on aura un toit sur la tête, notre famille restera notre famille. L'intégrité physique devrait rester à peu près là, la santé à peu près. Franchement, ok, perdre de l'argent, perdre des followers, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Tu vois, si t'as kiffé, si t'en sors grandi, même si tu t'es foiré, il y a un exercice que j'aime beaucoup pour ça, qui est... Il y a une vidéo qui est très bien de Tim Ferriss où il décrit tout le truc, ça s'appelle le fear setting. Donc en gros, c'est voilà la décision que je m'apprête à prendre, ou voilà ce que j'ai envie de faire. Si je tire le fil, quelles sont les conséquences potentielles, en particulier celles qui me font le plus peur? Et si elles venaient à se réaliser, quelles sont les conséquences réelles et qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour mitiger les effets négatifs potentiels? Et en fait, il y a plein de contextes où tu te rends compte que la mort est quand même très peu probable. La ruine aussi. Et encore que moi, c'est un truc que je prends en compte. Tu vois. Dans ton contexte, oui. Mais ce que je veux dire, c'est si on élargit un peu et qu'on dézoome, la plupart des gens, par rapport à les défis qui veulent se lancer... Tes besoins vitaux seront assurés. Voilà. Et la ruine est peu probable. La honte, je peux vivre avec, ou en tout cas, ça ne durera pas. Tu vois, je pourrais le surmonter. Ouais. Et en fait, c'est très drôle que tu parles de ça, parce que vraiment, hier soir aussi, en me couchant, ma meuf, elle est un peu perchée, tu vois, et on lisait. Et elle me dit... Attends, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit 2 phrases trop drôles, l'une après l'autre. Ah oui, je lisais comme ça. Elle est zinzin. Elle m'a dit, t'as de belles mains. Et une seconde après, elle m'a dit, c'est quoi tes plus grandes peurs dans la vie? J'aimerais bien comprendre vraiment ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. Mais c'est comme ça tout le temps. C'est incroyable. De l'une à l'autre. Et juste vraiment, elle a dû me regarder tenir mon livre. Elle s'est dit,
il a de belles mains. Ouais. Ah, mais c'est pas ça que je voulais lui dire. Attends, au fait, c'est tes plus grandes peurs. Et vraiment, et du coup, on a parlé de ce truc de peur. Et j'en avais parlé il y a quelques semaines avec ma prépa mentale. Et je lui dis, en vrai, j'ai peur que de mourir. Ouais. Et j'ai vraiment peur que de mourir. Enfin, il y en a déjà une, Ouais. qui est pas des moindres. Mais genre, ce qui me fait le plus peur, c'est ça. Et le reste, et il m'a cité plein de trucs, tu vois. Je dis, ben... Non, en vrai de vrai, ça me fait pas peur. Et je sais pas si c'est d'être passé par des états d'échec, entre guillemets, vraiment cuisants, où au final, je me suis dit, bah, en fait, ok, j'ai merdé, mais ça va, tu vois, je suis là. Ou l'éducation de mes parents qui ont fait que ça va. Mais ouais, ce truc de... En fait, il y a cette notion de peur, de gestion d'échec, qui t'amène une espèce de forme de confiance, je pense, et qui est presque, j'allais dire pas dangereuse, mais tu vois, quand t'as plus peur, je trouve, des conséquences de rien, est-ce que tu diminues pas, et je pense que c'est moi ce que je vis, la valeur de ce que tu fais? Est-ce que tu t'amoindris pas le grandiose ou l'importance ou tu vois, le mérite de ce que tu fais? Parce que finalement, tu vois, pour reprendre l'exemple de la Suède, j'allais venir, mais vas-y. Attends, j'essaie de trouver un truc récent, mais là, j'ai fait un show devant 15 000 personnes à la Défense Arena. J'avais peur de me louper, parce que 15 000 personnes, c'est genre, faut vraiment le vivre pour comprendre le truc, c'est oppressant de ouf. Il y avait une partie de moi qui avait très peur de me louper, et une autre partie qui était en mode, en fait, si tu te loupes, gars, tu t'es déjà loupé, ça va. Et du coup, j'ai peur de moins kiffer les choses parce que j'y vais avec moins de stress et de pression, tu vois. L'hypothèse que j'aimais, c'est que lié à la peur, il y a la notion d'enjeu. En fait, tu as peur parce que tu as le sentiment qu'il y a de l'enjeu. Et parce qu'il y a de l'enjeu, le fait de réussir ou pas a de la valeur. Oui. En tout cas, en termes de perception. Ouais, c'est ça. Tu vois, je pense qu'il y a un peu de ça. Ouais. Donc, si la peur diminue, mécaniquement, les enjeux diminuent. Et donc, s'il y a moins d'enjeux perçus, aussi, quoi. La valeur de ce que tu as accompli peut être effectivement un peu moindre, entre guillemets. Je voulais qu'on reparle de la Suède parce que le corollaire de la peur, ou en tout cas quelque chose qui est son proche cousin, c'est le doute. Parce que j'ai peur, je peux être amené à douter. Parce que je doute, je peux être amené à échouer. En tout cas, on sait que ça peut être une friction qui peut pas mal entraver la performance. Et tu l'as dit toi-même tout à l'heure, la Suède, c'était un pari, tu vois, en mode, je me dis, si je prends l'extrême opposé de ce que je fais au quotidien et que je cherche à me mettre volontairement en difficulté pour me fixer un challenge, pour repousser mes limites et apprendre des nouvelles choses. Est-ce que quand tu prends cette décision-là, donc tu dis à ton sponsor, je viens, mais je viendrai en vélo, et t'appelles tes potes pour dire, moi les gars, je me suis lancé un nouveau challenge, on va documenter le tout. Qui est chaud de venir. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu doutes ou pas? Sinon, pourquoi? Tu vois En vrai, ça peut paraître peut-être très débile, mais j'ai jamais douté. Sauf le moment du départ. Je me rappelle être sous la Tour Eiffel, dire à mon pote Jason, qui était cadreur sur le projet, bon, bah les gars, ça y est, on part. On traverse la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark et une partie de la Suède. Tout ça avec ce vélo. Ciao. Et là, il a arrêté. Non, je crois il rec encore. Et je dis, putain, mais en l'annonçant, c'est vrai que c'est compliqué. Ah, mais j'avais pas calculé ça. J'avais pas mesuré à quel point le truc était... J'avais pas mesuré qu'il y avait quand même 5-6 pays, qu'il y avait 1400 bornes, que j'avais jamais fait de vélo de route, que je m'étais pas entraîné pour. Et du coup, il y a eu un mini moment de doute là. Et à partir de là, je me suis dit, bah mec, on va faire comme on fait d'habitude quand il y a un truc dur. On découpe tout en petites victoires, en petites étapes. Chaque petite étape,
on l'apprécie, on la kiffe, allez, on va découper en journée, comme ça c'est facile. Pas trop de pression, surtout on s'écoute, on va pas au carton. En plus, du coup, comme je baigne un peu dans le sport, j'ai quand même la chance d'avoir des bons conseils de mecs un peu dans plein de disciplines différentes. Donc là, je m'étais entouré par des potes qui font du triathlon ou des longues distances à vélo, qui m'avaient mis en garde sur certains trucs, sur certaines douleurs qui pouvaient prendre des dimensions plus importantes, tu vois. Donc en gros, mes doutes et mes peurs, c'était pas faire d'accident, genre pas me faire rentrer dedans par une bagnole. Et en plus de ça, moi, quand je roule à vélo, je suis un peu débile par nature. Donc faire attention à ça. Et surtout, être à l'écoute des petits signes de mon corps, tu vois. Donc la petite douleur au genou qui peut apparemment se transformer en... au bout de 2 jours, tu bâches parce que ton genou, il peut plus rouler. Ouais. Donc c'était ça, mais en vrai, mes 2 seules consignes que je me mettais, c'était ça. Et après, il y avait des trucs très pratico-pratiques, genre... tous mes potes, ils m'ont dit, bon, il te faut tant de grammes de glucides par heure, donc si t'as pas faim, tu bouffes quand même. Et moi, je suis bête, je suis un écolier, hein, je suis très scolaire. Donc, tu fais ce qu'on me dit. Ouais, tu me donnes une consigne, et je dis combien 60 grammes par heure. Je vais manger 60 grammes par heure. Ouais. Et j'ai pas eu une fringale et j'ai été jusqu'au bout. J'ai eu des douleurs de l'enfer. Hein. Et au bout d'un moment, au début, tu dois vraiment t'écouter pour comprendre quelle douleur va potentiellement être problématique. Et au bout d'un moment, quel truc fait partie de l'aventure. Exactement, distinguer un peu les 2 catégories de douleurs. Il va falloir que tu apprennes à vivre avec, ça va durer 10 jours. C'est ça. Donc on a fait des petits ajustements sur le bike pour gérer, les 3 premiers jours en gros, gérer les petites douleurs qui n'étaient pas normales. Et par contre, il y a tout un tas de douleurs qui étaient inhérents à mon non-entraînement, plus à ce que je faisais subir à mon corps. Et ça, c'était la partie intéressante du projet, quoi. Ok, alors parlons-en. Je relève quand même 2-3 trucs. Ce que j'entends quand tu me dis j'ai eu quelques doutes, c'était plus sur les conditions dans lesquelles tu allais le faire et des points de vigilance sur la durée du truc, mais c'était pas sur ta capacité ou pas à y arriver, ce que je trouve assez intéressante. Oui et non, parce qu'il y avait quand même ce truc de... J'ai réalisé ça le premier jour et j'y repensé un peu le deuxième jour parce qu'il y avait vraiment une douleur au genou forte. Il y avait quand même ces premiers jours-là où je me suis dit, putain mec, tu ne connais rien à ce sport. Genre ok, tu passes ta vie sur un vélo, mais ça n'a rien à voir. Ouais. Et donc là, à tout moment, cette douleur, dans 2 jours, elle te fait abandonner le truc. Et là, c'est quand même un truc où... Et là, c'est relou. Et après, dans les quelques choses que tu as évoquées, enfin les quelques trucs que tu as évoqués dans la façon dont tu avais appréhendé l'épreuve, il y a quand même un outil que je trouve intéressant, c'est ok, quand je prends le truc dans sa totalité, c'est un gros challenge. Ce que je vais faire, c'est que je vais le découper en petites étapes et chaque jour qui passe où j'arrive à aller au bout de l'objectif que je m'étais fixé, c'est une victoire. Tu vois. Et ça, je pense que c'est un outil trick, de malade. Tu vois, un outil psychologique quand même très costaud, en particulier quand tu te lances soit dans un truc particulièrement ambitieux, soit dans quelque chose qui va potentiellement être long. Tu vois, c'est de se dire, ok, la ligne d'arrivée, elle me paraît là loin. Comment je recrée des micro-lignes d'arrivée où en fait j'ai été au bout de cette journée, j'ai fait les 150 bornes que je devais faire, mission accomplie. Tu vois. Ouais. Et c'est marrant parce que bon, la vie fait bien les choses, mais genre 3 semaines avant mon départ pour la Suède, je me lance dans un trail bourbier. J'avais jamais trop pris de dossard. Et j'ai des potes, je suis originaire de Besançon, j'ai des potes de Besançon qui me disent, mec, on a trouvé un format trop drôle dans un petit patelin. C'est une boucle de 7 bornes que tu fais autant de fois que tu peux, en gros. Viens, inscris-toi avec nous. Et puis, on s'inscrit sur le format de 12 heures. Donc, au maximum, on fera 12 boucles de 7 bornes, donc 82 bornes, un truc comme ça. Et puis, viens, au pire, on verra comment ça se passe. Mais je me dis, bon, vas-y, je m'inscris. Et puis, la course commence à 9h. À 13h, je suis au resto avec les potes. Et puis, l'après, on ira marcher, tu vois. 9h, je prends le départ de la course. 21h, je la termine. 82 bornes dans les jambes plus tard. Et ce truc de
faire des boucles de 7 bornes. En fait, tu as 1 heure pour finir ta boucle de 7 bornes. C'est un format qu'on appelle backyard. Ça m'a appris avant mon départ que j'avais déjà un peu Strix en tête, mais ça m'a vraiment mis en condition de, en fait, 82 bornes en course à pied. T'as jamais fait ça, j'ai jamais couru plus de 30 km, je pense. T'en es pas du tout capable. Le saut entre 30 km et 82, il est énorme. En fait, la marche, il faut de l'entraînement, il faut machin, c'est un process long et tout. Par contre, je viens de me prouver que faire 12 fois 7 km, eh ben, ça, j'en étais capable, bizarrement. Et à la montre, il y avait écrit 82 bornes, tu vois. J'ai pas le calcul en tête, peut-être que je me trompe, mais... 84 C'est 84. Et parce que c'est pas 7 km, c'est 6,8. Bref. Et du coup, en Suède, après ce trail-là, genre les jours qu'on suivit, je me suis dit, putain, mais mec, t'as quand même couru 80 bornes. Genre, c'est fou. Enfin, ça me paraissait fou parce que pour moi, j'étais, une fois de plus, ni entraîné particulièrement, ni des aptitudes particulières pour cette discipline-là, tu vois. Et en Suède, j'ai intégré le truc direct. Je me suis dit, bon, bah en fait, 1500 bornes, c'est 10 fois 150 bornes. 150 bornes, je pense que je suis capable. Il y a des jours, je n'étais pas capable, donc on ajustait, mais je pense que je suis à peu près capable. Vas-y, feu. Et en fait, ça te change toute la vision du truc, je trouve. Le dernier point sur lequel je voulais revenir avec toi, en tout cas un des sujets sur lesquels je voulais évoquer avec toi, c'était l'importance du coaching, de l'accompagnement, la place que ça prend dans ta vie aujourd'hui et dans les objectifs que tu te fixes. Tu as mentionné 2 choses que je trouvais intéressantes. Tu as parlé de prépa mentale et tu as parlé aussi de je suis bien entouré, j'ai des potes qui gravitent dans des disciplines qui sont pas si éloignées du challenge que je m'étais fixé. Donc, j'ai été chercher des conseils. Alors là, pour le coup, c'était très opérationnel. Tu vois, 60 grammes de glucides par heure, machin, etc. Très, très spécifique. Mais mine de rien, c'est aussi cette capacité à un moment à s'entourer des bonnes personnes et réussir à les solliciter pour qu'ils puissent t'aiguiller, te donner des conseils. Comment tu appréhendes ce sujet-là ? Alors, pour revenir sur la prépa mentale, d'abord, j'en ai fait beaucoup pendant que j'étais en compète. Ça m'a appris plein de choses, mais j'étais assez jeune. Ensuite, je suis rentré en prépa en maths P. Là, j'ai lu tous les livres de développement personnel qui existent. Je sais pas. C'est la période où, en gros, je devais faire du vélo et travailler 80 heures par semaine sur mes cours. Donc, il a fallu que je trouve des moyens d'optimiser un peu tout ça. Et donc, j'ai appris beaucoup aussi à cette période-là. Et là, plus récemment, j'ai repris la prépa mentale au sein de l'Académie de la haute performance. Vous pourrez aller checker. C'est pas une école, mais disons un groupement de prépa mentale vraiment trop stylé. J'ai appris plein de choses sur moi aussi. Et je pense que c'est important à différentes étapes de vie de se reposer des questions, parce que ce qui était vrai il y a 5 ans ne l'est peut-être plus maintenant. Et donc, je sais pas, je trouve ça tellement intéressant et tellement peut-être aussi un peu l'essence de la vie au sens très large, tu vois, de se connaître, de savoir qui on est, qu'est-ce qui nous rend heureux. Et je crois que tout seul, c'est super dur de répondre à toutes les questions, qu'il y a des gens qui sont formés et qui sont très compétents pour accompagner. Et pour revenir sur l'entourage, je pense que ça vient aussi du fait de... Moi, je suis ultra admiratif de tous mes potes et de ma famille. Et j'ai un peu ce truc du débutant éternel. De genre... En fait, je sais dire quand je sais pas faire, tu vois. J'ai aucune peine à dire, mec, ça... Je sais pas, par contre, je connais... tu veux te lancer dans le biathlon, moi, je suis éclatos. Par contre, je connais bien Martin Fourcade, donc si tu veux, je peux peut-être lui demander des conseils pour qu'il me drive un peu, qu'il me donne 2-3 astuces. Et je pense qu'au-delà de bien s'entourer, il y a ce truc de juste savoir demander aux gens des tips, tu vois. Je sais pas, je trouve ça tellement naturel et en plus, c'est trop cool, je trouve, de... Tu vois, là, j'ai demandé à mes potes triathlètes et tout. Du coup, ils étaient embarqués à mort dans l'aventure parce que ils savaient que je partais de méga loin et ils savaient aussi qu'ils m'avaient
je leur dois une partie de la réussite de ce projet, tu vois. Je trouve que ça permet d'impliquer tout le monde dans à peu près tout ce que je fais. Et faire tout ce que je fais tout seul, moi, ça me fait pas kiffer. Donc, je sais pas, c'est ma manière de processer à chaque fois que je fais un truc, tu vois. Là, je voulais faire une conf dans un théâtre parisien. Du coup, j'ai appelé les gens que je connaissais dans le théâtre. Je leur ai fait passer ma conf pour avoir des avis, pour qu'on puisse améliorer le truc, pour qu'ils me conseillent sur des théâtres. Et je trouve ça tellement plus chouette que de... Pourtant, je fais un sport méga individuel, tu vois, où on m'a jamais appris à travailler trop en équipe. Mais je sais pas, je trouve ça trop charmé de construire des trucs à plusieurs. Et en fait, tu vas... au-delà d'être charmé, c'est efficace de malade. Faut demander aux gens qui savent, tu vois, quand tu sais pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ce qui me frappe dans ce que tu dis là, et je pense que c'est important de le souligner, c'est que c'est assez facile d'opposer quelqu'un qui a une vision, de la volonté, potentiellement un peu d'ego, on en a parlé, hein, tu vois, et de lui coller l'étiquette d'une personne qui a des opinions très tranchées, qui sait où il va, qui trace sa route, qui est pas Gros ouvert aux leadership, suggestions, machin, etc. Versus ce que tu me dis de j'ai pas de problème à dire que je sais pas, à adopter une posture d'apprenant, de débutant, à aller chercher des conseils auprès des personnes qui sont plus expérimentées. Et en fait, j'en parle parce que je pense que c'est un terme que j'emploie beaucoup. Mais est-ce que c'est pas une forme de vulnérabilité aussi, tu vois? Sans doute, parce que ça implique d'admettre que tu sais pas et de. Mais pour moi, c'est parce qu'on vit à une époque aussi où on a tendance à rendre les choses très caricaturales, mais c'est une fausse dichotomie, tu vois. Tu peux avoir une vision très claire, une ambition très forte, une personnalité très affirmée, des convictions sur un certain nombre de sujets, et en même temps être en capacité de faire preuve d'humilité, de dire que tu ne sais pas, aller chercher des conseils auprès de ceux qui sont déjà passés par là avant toi. Et j'ai même tendance à dire que les deux se nourrissent, c'est-à-dire que la vision te donne la direction et l'humilité, ou en tout cas l'état d'esprit du débutant, te donne les outils pour y arriver. Et que si tu penches trop d'un côté ou de l'autre, bah, potentiellement, ouais, tu collectionnes les outils, mais tu t'en sers jamais parce que tu sais pas où tu vas. Ou à l'inverse, t'es borné, t'es buté et t'écoutes pas ce qu'on te dit. Et donc, du coup, ça ralentit tes progrès. Ça veut pas dire que tu n'y arriveras pas, mais potentiellement, tu mettras plus de temps parce que tu ne seras pas entouré des bonnes personnes ou tu n'auras pas su écouter, quoi. C'est assez juste de trouver cette espèce d'équilibre. Ouais, c'est vrai. J'ai jamais vu trop le truc comme ça. Parce que moi, je me vois peut-être plus du côté... C'est pas que j'ai pas de vision, parce qu'en vrai de vrai, j'en ai une, j'ai des objectifs et je pense être ambitieux et affirmé sur plein de choses. Mais ouais, c'est méga intéressant. Et en plus, tu sais, ça me fait penser à un projet où, genre, sur un tournage pour une marque, oui, on peut citer des marques, pour Breitling, avec qui je travaille depuis 2-3 ans. C'était assez marrant parce que du coup, on tournait dans des ateliers d'horlogerie assez pointus, tu vois, où ça rigole pas trop. Et moi, j'étais censé être figurant sur le projet. Enfin, pas figurant, mais juste l'athlète qui vient faire du vélo, quoi. Et en fait, j'ai pris... Donc, j'avais la place du... Je sais pas comment expliquer ça, mais j'avais la place du mec qui est là pour faire des figures à vélo. Acteur par réalisateur. J'étais acteur par réalisateur. Et dans les discussions, j'étais resté assez avec cet esprit, pas de débutant, mais genre vouloir apprendre un peu le truc, de qu'est-ce qu'on allait faire, de ok, où je me place, machin chouette. Et dans les faits, le tournage se passe, sans m'en rendre compte, je prends un peu pas le lead, mais je donne mes directions et comment je vois le truc. Et finalement, le tournage se modèle un peu en fonction pas de mes envies, mais de ma vision. Et après coup, les gens de la marque m'avaient dit, c'est ouf à quel point tu sais où tu vas. Alors que quand on discute avec toi sur beaucoup de sujets, tu parais
très à l'écoute de conseils et dans les faits, une fois que tu es sur le terrain, dans l'action, tu es ultra, je sais pas comment on peut dire, mais je sais plus exactement les termes qu'ils ont utilisés, mais genre tu as la vision du projet global parce que tu as engrangé toutes les infos qu'on a pu te donner en posant des questions et engranger ces infos quand toi, tu étais à la place de la personne qui ne savait pas. Et maintenant que tu es sachant et que tu as la vision globale, tu es redoutable dans l'exécution du truc, quoi. Et pour prendre le lead et pour créer une synergie au sein d'un groupe. Donc ça rejoint un peu ce que tu... Ouais, ça amène même un point complémentaire ou une nuance qui est clé, c'est que non seulement ces deux dimensions qu'on évoquait juste avant, elles peuvent coexister, dans la manière qu'elles ont de se nourrir l'une et l'autre, il y a sans doute une forme de séquence. Ouais. Tu vois, ouais. J'apprends, j'écoute, j'absorbe, j'intègre, j'exécute. J'apprends, j'écoute, j'absorbe, j'intègre, j'exécute. Et c'est un peu comme si tu avais deux modes différents et l'intelligence, entre guillemets, situationnelle de dire, dans ce contexte-là, je dois m'appuyer là-dessus, mais dans ce contexte-là, je dois m'appuyer sur ce mode-là. Tu vois. Et ça se fait pareil inconsciemment, je pense. Et c'est un peu... on va revenir à l'école, mais c'est un peu... Tu sais rien sur la thermodynamique, t'absorbes ton cours, et le jour du TP ou le jour du contrôle, tu le recraches parce que maintenant, tu es expert dans le... Pas expert, mais t'es sachant dans le sujet, quoi. Ça vient peut-être de là, je sais pas. On va clôturer gentiment notre discussion. Riche, merci pour tout ça. Si tu avais un conseil à donner au Nico d'il y a 10 ans, tu lui dirais quoi avec le recul aujourd'hui ? Je peux en donner plusieurs ? J'en ai peut-être plusieurs qui me viennent. Vas-y. C'est un peu pas bâtard ce que je vais dire, mais genre compte sur toi. Il n'y a pas de raccourci en comptant sur une personne qui va t'amener tel truc ou du business ou des relations ou machin. Genre compte sur toi et sur toi seul. Ça va un peu à l'opposé de ma manière de construire les projets avec des potes et tout, mais je pense que c'est important quand même de... Oui et non, parce qu'en fait, la nuance que j'amènerais, c'est il y a une différence entre vouloir impliquer des gens et dépendre des gens. Oui, voilà. C'est-à-dire que... Genre, ne dépend de personne. Voilà. Dans ce que tu me dis là, c'est sois acteur du truc, prends les responsabilités qui vont avec, fais en sorte de dépendre de personne. Ouais, exactement. Mais c'est pas antinomique avec le fait de collaborer. Ne mise, c'est un peu ça, c'est genre, ne mise pas tous tes espoirs et tous tes efforts sur une ou plusieurs personnes censées t'apporter quoi que ce soit. Les gens t'apporteront rien. Enfin, ils t'apporteront beaucoup en apprentissage, mais ils feront pas les choses à ta place. Ça serait peut-être la première chose. La deuxième qui a été dure, qui est peut-être encore un peu dure à assimiler, mais genre, oublie de te demander qu'est-ce que vont en penser les gens de ton... Pas ton premier cercle, mais du cercle un peu éloigné de ton industrie, on va dire. Genre, pendant trop longtemps, j'ai fait des trucs en me disant putain, mais un tel du monde du vélo, il va trouver que c'est de la merde. Et du coup, ça me faisait réfléchir d'une manière qui n'était pas la mienne et donc qui n'était pas la bonne. Ça pouvait potentiellement t'amener à dénaturer les trucs sur lesquels tu bossais. Influencer dans le mauvais sens ce que je faisais. Et ça, je trouve ça super dur. Et je suis méga admiratif des gens qui arrivent à s'en battre les reins vraiment fort des regards d'un tel ou d'un tel. Et souvent, c'est pas le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui regarde. Tu vois, c'est pas le nombre qui fait. J'ai l'impression que tu vas rester en fixette sur le regard de lui et lui. Et souvent, c'est des mecs que tu connais, enfin des personnes que tu connais. C'est pas le fait qu'il y ait 1 million de personnes qui voient ta vidéo, c'est le fait qu'il y ait ce gars-là qui va voir ta vidéo et qui va potentiellement en penser quelque chose. Mais du coup, c'est full supposition de ce potentiellement.
Et d'un autre côté, s'il aime pas, bah fuck off. Enfin, genre, il regarde ailleurs, tu vois. En tout cas, tant que tu as fait les choses en étant C'est entier et aligné Si- avec toi-même. Si c'est moi, bah écoute, Ouais. il regardera autre chose. J'ai donné le mieux que j'avais, c'est ma vision. Je suis fier de ce que j'ai fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Si ça plaît pas, ça plaît pas. Ça peut pas plaire à tout le monde et fine. Et ça, c'est encore un peu une lutte, tu vois. Je sais pas si c'est lié au sport de niche que je fais. Je pense qu'il y a les mêmes partout, tu vois. J'en parlais avec des potes qui sont dans l'alpinisme et qui essayent de pas te casser un peu les codes de l'alpinisme, mais de rajeunir un peu le truc, tu vois. Tu l'as mentionné tout à l'heure, hein, je pense que si je devais essayer de lier ça un peu à une peur primaire, c'est le sentiment d'exclusion. Ouais, tu vois. de rejet. J'ai le sentiment de faire partie d'une tribu Mmh. que je définis de façon très large. Hein, Ouais, les bien gens sûr. qui pratiquent mon sport, l'entreprise dans laquelle je bosse, mon cercle amical, familial, etc. Et je suis en train de faire quelque chose qui potentiellement pourrait m'amener à être exclu de ce truc-là. Ouais, c'est très animal. C'est très animal, c'est très grégaire comme truc. Ouais. Mais c'est dur de lutter contre. Très dur. Je pense que c'est juste contre nature de lutter contre ça, tu vois. Donc voilà peut-être les 2 conseils. Et le 3, si je devais en trouver un autre, c'est déjà pas mal, mais C'est déjà bien. j'allais dire rêve vraiment grand, mais non, parce que je crois que ça, j'ai su le faire. J'ai eu la naïveté de le faire tôt. Ouais. T'as une phrase que tu dis souvent. Mais qui est de toi. Qui est de moi, mais j'allais te l'attribuer. Non, elle est de toi, mec. Ouais, j'apprécie. Je sais pas où je l'ai lu un jour, mais. Rêver grand et commencer petit. Et continuer longtemps. Et continuer longtemps, ouais. Rêver grand, commencer petit. Non, c'est. Dans quel ordre? Si, c'est ça. Ouais, c'est ça. Rêver grand, commencer petit, continuer longtemps. Ouais. Je trouve que c'est 3 phrases qui, si tu respectes les 3, il y a aucune chance. En tout cas, t'es sur la bonne voie. Ouais. A priori, t'es plutôt bien engagé. Mais c'est toi qui l'avais écrit. Hein. Oui, dans une de mes newsletters. Eh ben, tu vois, je les lis pas toutes, mais celle-là, je l'avais lue. Et c'était il y a longtemps. Hein. Ouais, c'était il y a longtemps. Ouais. Très longtemps. Merci, chef. Merci à toi. Merci pour ton temps. Merci d'avoir partagé tout ça. Cette conversation aurait pu durer des heures. Et pour les gens qui voudraient en suivre, suivre tes aventures, on les pointe où? Instagram, YouTube. Ouais, ok. Nicolas Fleury, Instagram, YouTube. Je mettrai tous les liens en description. Magnifique. Merci, monsieur. À bientôt. À bientôt.